Bonsoir, vous êtes bien au TNO, le Théâtre du Nord-Ouest, et je vais essayer de vous retracer l'historique de ce théâtre. On peut repositionner, disons, son démarrage à 1930. En 1930, c'était ici d'abord un cabaret qui était très réputé de la rue du Faubourg Montmartre, dans lequel on a vu circuler plusieurs personnalités. Et en 1930 notamment, il y avait la fameuse chanteuse Édith Piaf qui a fait son passage ici dans ce cabaret. Au cours de ce passage, elle a pu non seulement découvrir le talent d'Yves Montand, qu'elle a, on peut dire, lancé d'une certaine façon, et puis c'est sa rencontre aussi avec le boxeur Marcel Cerdan, qui s'est fait dans l'enceinte de cet espace. Alors il y a aussi Charles Trenet qui s'est produit dans le cabaret avant qu'il devienne le Théâtre du Nord-Ouest. Et puis il y a eu des personnalités célèbres qui étaient en fait d'une grande assiduité et qui venaient régulièrement au Théâtre du Nord-Ouest. On peut parler de Jean Gabin, le réalisateur Marcel Carnet, et puis le poète Jacques Prévert. Donc 1930, une date importante, c'est vraiment la période cabaret. Ensuite arrive 1944, vers la période de Libération, où l'espace, le cabaret est renommé le Club des Cinq. Le Club des Cinq parce qu'en fait, il y avait 5 compagnons de la 2e division blindée, notamment le coach du boxeur Marcel Cerdan. Il faut savoir que c'est aussi dans cet espace que Édith Piaf a fait la rencontre de Marcel Cerdan. Donc le coach Joe Langman était un des 5 de la 2e division blindée. Donc en 1944, on a le théâtre qui est renommé le Club des Cinq. Alors cette appellation va disparaître en 1954 avec le décès de Marcel Cerdan. Et viendra ensuite, disons, sur une longue période, on a toujours le fonctionnement d'un cabaret. Et ensuite, à partir des années 80, l'espace est utilisé comme un cinéma à la fois de divertissement et un cinéma d'engagement. Ça va durer un certain temps. Ensuite, on peut noter des périodes avec même une autre dimension de cet espace qui a été plus courte. En 1991, cet espace a servi de concert, accueillir des concerts de rock. Alors évidemment, vu la topographie du lieu, qui est encastré dans un fond de cour, lui-même enclavé dans un ensemble d'immeubles, je pense que ça a dû poser pas mal de tensions locales entre le voisinage et les bruits opérés par ces concerts de rock, qui ont connu d'ailleurs un franc succès, un succès de plus en plus important, mais au bout de quelques temps, disons, cette expérience-là s'est estompée. Alors en parallèle à cette évolution chronologique du théâtre du Nord-Ouest, il y a l'histoire de la Compagnie de l'Élan, puisque la Compagnie de l'Élan est un peu le précurseur de l'histoire actuelle du théâtre du Nord-Ouest. C'est en 1968 que va commencer l'existence de la Compagnie de l'Élan, qui est lancée donc par Jean-Luc Génère au lycée Janson de Sailly, dans lequel il va produire la pièce de Molière, le Don Juan, alors qu'il est au lycée Janson de Sailly en classe avec un certain Vincent Bolloré. Donc cette compagnie va exister, elle va changer de trajectoire bien sûr, ensuite elle va se retrouver dans l'église Saint-Eustache, dans la crypte de l'église Saint-Eustache, où la Compagnie de l'Élan va pouvoir produire des pièces classiques comme des pièces de Corneille, de Racine, de Molière, de Shakespeare. Donc c'est seulement en 1997 que la Compagnie de l'Élan va vraiment s'installer ici dans le Théâtre du Nord-Ouest et vraiment prendre possession des lieux, les aménager pour constituer les 2 espaces actuels qui sont la petite salle qu'on appelle aussi Économide et la grande salle qui s'appelle la salle Laboré. Alors ces 2 noms étant en fait une sorte d'hommage à des compagnons qui ont été prématurément disparus. Alors il faut savoir aussi que ce lieu du Théâtre du Nord-Ouest a servi aussi à des scènes mythiques du cinéma engagé. Par exemple, en 2022,
Il y a eu ici une scène qui a été tournée avec plusieurs comédiens, notamment Il était une fois le dernier cinéma de Paris. En 2024, donc beaucoup plus récemment, nous avons eu le film Uchronic parabolique qui a été filmé avec notamment une scène qui a été tournée avec Jean-Luc Génère justement. Et il faut savoir que ce film a été retenu comme une sélection du festival Découverte par le cinéma Saint-André des Arts. Alors ces tournages ont été réalisés par un auteur dont j'ai oublié le nom, qui est assez méconnu, mais on ne lui pardonnera pas son indépendance d'esprit, son parcours 100% autodidacte, non sorti du sérail ni du microcosme de l'entre-soi cinématographique, et encore moins sa polyvalence scientifique, philosophique, stratégique et artistique. Mais cela fait une excellente transition avec la figure emblématique qui se trouve derrière moi, Molière, Jean-Baptiste Poquelin pour les intimes, qui est aussi une figure emblématique du TNO. Il faut savoir que Jean-Luc Génère, quand j'ai eu cette entrevue avec lui, a situé les choses tout de suite de cette façon. Je donnerai Shakespeare pour Molière. Je donnerai tout Shakespeare pour Molière. Molière, évidemment, est un dramaturge génial qui a fait toute la description des différentes facettes et facéties de la nature humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette même thématique, alors Molière se situe donc en plein milieu du XVIIe siècle, 1722-1773, et en fait, on peut voir un prédécesseur au XVIe siècle avec le cardinal de Sales, qui lui avait cette formule derrière chaque homme, il y a l'hommerie. Et si on veut lui trouver un successeur, toujours pour décrire la nature humaine, au XVIIIe siècle, on a cet illustre philosophe connu de tous, qui considérait qu'on était bon en naissant et que c'était ensuite la société qui nous corrompait. Je veux parler évidemment de Jean-Jacques Rousseau, lequel avait fait tout l'inventaire aussi des travers de la nature humaine avec la cupidité, la vanité, l'envie, la jalousie, le désir de luxe, le souci et l'obsession de l'apparence, etc. Donc toutes ces formulations de Jean-Jacques Rousseau, on les trouve à travers la plupart de ses œuvres, que ce soit Émile, La Nouvelle Héloïse, Le Contrat social ou les promenades, les rêveries du promeneur solitaire. Et on connaît moins Rousseau, c'est pour ça aussi que je pensais intéressant de l'impliquer dans ce reportage, c'est qu'il a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Pygmalion, qui fait apparaître un sculpteur qui veut absolument créer la position, la forme, la posture idéale. Et on voit apparaître dans cette pièce Pygmalion deux personnalités de la mythologie qui sont à la fois Galatée et évidemment la déesse de l'amour Aphrodite. Alors si on se rapproche encore plus de notre siècle, on a au XXe siècle Louis-Ferdinand Céline, dont on peut citer cette citation, « Ce dont il faut se méfier, toujours, c'est l'homme ». Et cela fait une excellente transition par rapport à la question que j'ai posée à la plupart des comédiennes et comédiens, c'était finalement comment revitaliser le théâtre, comment donner envie aux gens de venir au théâtre. Pourquoi faut-il aller au théâtre ? Et il me répondait quasiment de façon uniforme, le théâtre, c'est montrer l'homme à l'homme, c'est montrer le frère humain au frère humain. Donc voilà en fait l'enjeu, montrer l'homme à l'homme. J'espère aussi pouvoir restituer à travers différentes prises de vue ou simplement des photos de l'intérieur du théâtre, la partie historique, mais aussi l'âme et l'esprit de ce théâtre, le théâtre du Nord-Ouest. Bonsoir Jean-Luc, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton rôle ici dans ce théâtre, le TNO ?
Écoutez, je suis le directeur du théâtre, tout simplement, et son fondateur. Parce que ça fait à peu près presque 30 ans maintenant que le théâtre est ouvert. Voilà, je suis l'âme du théâtre, je suis le tyran juste du théâtre, je suis l'esprit du théâtre. Voilà. Est-ce que tu aurais une tirade ou un texte qui te tient à cœur, qui pourrait faire connaître ce théâtre, et un auteur qui est pas mal joué ici? Molière, on le joue beaucoup, puis j'ai une grande tendresse parce que je le prends pour un des plus grands auteurs qui ait jamais existé. Comme je dis toujours, je donne tout Shakespeare pour le Misanthrope ou l'École des femmes. On va parler, on va donner un petit extrait de l'École des femmes, si tu veux. On y va pour l'École des femmes. Chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode. Et je me sens riche assez pour pouvoir que je crois choisir une moitié qui tienne tout de moi et de qui la parfaite et pure descendance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et profond, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle, dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée de la lui demander, il me vint la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, pour sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote, autant qu'il se pourrait. Le résultat dépassa mon attente. Et grande, je la vis à ce point innocente que je bénis le ciel d'avoir fourni mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure à toutes sortes de gens est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et alors, est-ce que tu peux nous dire une ou deux bonnes raisons justement de s'intéresser au théâtre et de venir au théâtre? Le théâtre, surtout celui qu'on essaye de faire ici, il y a des exceptions bien sûr, puisque c'est pas toujours facile de trouver un lieu pour s'exprimer. Mais sinon, le théâtre d'ici, c'est un théâtre que j'appelle d'incarnation. C'est-à-dire c'est un théâtre où on essaye que le comédien devienne le personnage, soit le personnage. C'est l'anti-distanciation, c'est l'anti-Brecht, si vous voulez, ce théâtre-là. Donc, c'est aussi précieux d'aller au théâtre dans notre cité que de manger ou que de boire, parce que c'est quoi? C'est tout d'un coup voir, montrer l'homme à l'homme. Le théâtre, ça sert à ça, montrer l'homme à l'homme, montrer l'être humain à l'être humain, le frère humain au frère humain. C'est pour ça que c'est essentiel. Par le théâtre, on apprend, à condition qu'il y ait de l'écriture des grands écrivains, des grands auteurs, et puis une mise en scène incarnée, eh bien on apprend l'autre. On apprend qui est l'autre, et apprenant qui est l'autre, on s'apprend soi-même, on apprend qui on est. C'est un trésor pour la cité, voilà, et on aimerait bien que les politiques le comprennent un peu plus. Merci beaucoup Jean-Luc. Bonsoir Joseph. Bonsoir. On sort d'une pièce de Monterland à l'instant, dans laquelle tu participais. Bah ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est fait ce choix, comment tu es venu à cette pièce? Alors pour tout vous dire, l'histoire est vraiment... elle est très originale. En fait, je suis arrivé au Nord-Ouest. Un dimanche. Et puis le lendemain, le Maître de Santiago se jouait. Et donc je rencontre Alexandre de Pardaillan qui me dit voilà, on a besoin de quelqu'un pour le Maître de Santiago dès demain. Je lui dis bah t'as pas la pièce, je la lis. J'ai appris dans la soirée et puis le lendemain Patrice Lecadre vient et puis on répète un peu et puis le soir même j'étais sur scène. Donc j'ai un attachement un peu particulier avec cette pièce, c'est la première pièce que j'ai jouée ici. Au Nord-Ouest, je n'avais jamais travaillé auparavant au Nord-Ouest. Mais peut-être dans d'autres théâtres Dans d'autres théâtres, je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans. Puis vraiment que j'ai 10 ans, j'avais fait le conservatoire municipal, ensuite j'avais fait quelques ateliers, et puis je suis arrivé ici et j'ai considéré le Nord-Ouest comme vraiment un théâtre de pratique, et ça a été une opportunité à laquelle je suis vraiment reconnaissant, quoi. Écoute, c'est parfait, ça prouve qu'on peut vraiment avoir des situations comme ça où les matchings, comme on dit vulgairement, peuvent se faire. Ouais. Écoute, je te remercie, merci beaucoup. Merci à toi. À une prochaine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire ton rôle ici au Théâtre du Nord-Ouest? Alors, depuis 2007, je suis comédien et ensuite je suis devenu aussi metteur en scène en 2008.
Et depuis 2008, j'ai fait à peu près 33 mises en scène ici. J'ai joué, je ne saurais dire combien de pièces, en tout cas une cinquantaine au moins. Voilà. Et j'aide à l'administratif, voilà, je fais partie des gens qui géreront aussi le théâtre pour que ça fonctionne bien avec le directeur. Voilà. D'accord, tu peux nous dire quelques auteurs parmi ces cinquantaines de pièces? Alors Shakespeare, bien sûr, que j'ai joué. J'ai commencé avec Shakespeare ici, avec une version de Macbeth, et que maintenant je fais également en tant que metteur en scène, puisque j'ai proposé une nouvelle traduction de la pièce, et dans laquelle maintenant je joue également. Mais bon, j'ai mis en scène Molière, dans lequel je mets en scène le directeur du théâtre, Jean-Luc Génère. J'ai mis en scène du Ibsen, j'ai mis en scène du Racine, comme Athalie, voilà, c'est très beau. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire une tirade d'un des textes que tu préfères, que tu maîtrises le mieux, enfin, selon ton critère de choix? Alors, que je maîtrise le mieux, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué, qui est un peu mon là. Avant de jouer, je me dis souvent ce texte, et c'est pas du tout la version de Macbeth que j'ai traduite, mais c'est la version que j'avais apprise en 2007 et qui me reste toujours dans la tête. Et c'est une tirade du personnage Lennox, jeune soldat qui a passé une nuit tumultueuse. Donc il dit comme ça, Écoute avec attention. il parle à Macbeth, et la nuit a été tumultueuse. Là où nous couchions, les cheminées ont été renversées par le vent. On a, dit-on, entendu des lamentations dans l'air, d'étranges cris de mort, et des voix prophétisant avec un accent terrible d'affreux embrasements qui couvent une époque de calamité. On dit même que la terre avait la fièvre et a tremblé. Ma jeune mémoire ne m'en rappelle pas de pareil. Voilà. Excellent. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous donner une ou deux bonnes raisons, parce que l'idée c'est vraiment de redonner du goût au théâtre, pour faire venir les gens au théâtre. Qu'est-ce qui doit motiver les gens? Ah bah, en ce jour de réélection de ce Donald Trump, je pense que la théâtralité en politique est de mise. Et donc, aller au théâtre, c'est éduquer la jeunesse. C'est lui éviter de faire les grosses erreurs, d'aller voter pour n'importe qui. Et déjà aussi lui donner l'envie d'aller voter. Parce qu'en voyant son frère humain, on n'a peut-être pas envie de voir les erreurs qu'on voit faire aux personnages se répéter dans notre vie. Voilà, le théâtre, c'est la société. Le théâtre, c'est voir son frère, se voir soi. Et c'est important à la cité. C'est très très important à la cité. Il faut aller au théâtre, il faut emmener vos enfants. Il faut que vos enfants disent des textes, il faut que vos enfants aillent au théâtre dès le plus jeune âge. Oui, écoute, merci beaucoup Olivier. Bonsoir Louana, je crois que ce soir il y a donc un spectacle de William Shakespeare, Antoine et Cléopâtre. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait quel est le rôle que vous y jouez? Absolument, je peux vous en parler avec grand plaisir, puisque j'ai traduit, adapté et mis en scène la pièce que nous jouons depuis presque 2 ans et demi déjà. D'accord. Et c'est une pièce qui me tient à cœur, car c'est très passionnel, hein. C'est surtout le focus sur la relation entre le ténébreux Antoine et puis la magnifique reine Cléopâtre, D'accord. mythique. Donc c'est une pièce très intéressante. Alors, en dehors du fait que j'ai mis en scène cette magnifique pièce, j'ai un rôle qui est celui de la grande prêtresse. D'accord. C'est un peu compliqué, ce serait une longue histoire, puisqu'en fait la grande prêtresse du temple d'Isis a un regard sur le déroulement de toute cette histoire. D'accord, alors Voilà. combien de temps ça met pour mettre en scène une pièce comme celle-là d'Antoine et Cléopâtre? J'ai mis 1 an pour vraiment monter ce projet, entre la traduction, l'adaptation et le casting. Je pense que c'était un travail de plus d'1 an. D'accord. Alors effectivement, l'intérêt de ce reportage, c'est d'essayer de vitaliser l'envie d'aller au théâtre. Est-ce que vous pourriez nous donner 1 ou 2 arguments pour redonner l'envie d'aller au théâtre aux personnes qui n'y vont pas assez souvent? Le théâtre, c'est la vie. C'est une expression
vivante de personnages qui peuvent tout à fait avoir été réels ou imaginaires, existants ou pas, et qui, à travers les comédiens, les acteurs, sont incarnés devant un public qui reçoit une énergie, qui reçoit peut-être même un enseignement, qui reçoit une expérience de vie à travers le jeu des comédiens, qui eux-mêmes se transposent, se métamorphosent. Et s'exposent, s'expriment à travers un personnage qu'ils ont travaillé, qu'ils ont sublimé. Et c'est une grande expérience de vie et je dirais même une leçon de vie, le théâtre. Eh bien, très bien. Est-ce que vous auriez un texte à nous dire comme ça, au pied levé? Il y a un petit passage, vous allez voir la pièce que nous allons jouer ici dans quelques minutes. Il y a un passage qui est le point de bascule presque, où le sort d'Antoine va basculer puisque Cléopâtre va retirer ses navires et Antoine va abandonner ses compagnons, son armée pour la suivre. D'accord. Et à partir de là... Donc c'est assez tragique. À partir de ce moment-là, les dés sont jetés. Donc, double revirement, incité par Cléopâtre, qui promet le soutien de sa puissante flotte en renfort, Antoine se lance à corps perdu dans une bataille navale hasardeuse. Le combat fait rage, lorsque soudain, tous les navires égyptiens se retirent sur ordre de la reine. Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie, Loane. Merci à vous. Bonsoir, Laurent. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'amène ici et quels sont tes rôles, éventuellement, par rapport au théâtre TNO, le Théâtre du Nord-Ouest? Alors, je joue au Théâtre du Nord-Ouest depuis 1 an déjà. J'ai 2 spectacles et je joue avec Charles Baudelaire qui vient d'arriver, voilà. Et on s'apprête justement à faire la joute poétique Baudelaire-La Fontaine. Et donc, on présente 2 Frances, en fait, la France du XVIIe siècle et la France du XIXe siècle. La Fontaine est né en 1621 et mon ami Baudelaire en 1821. Voilà. Et là, on va assister à 2 approches poétiques extrêmement intéressantes. 2 langages, c'est carrément 2 langages différents. Le langage du XVIIe et le langage du XIXe avec Charles Baudelaire, ici présent. Voilà, et j'ai aussi un autre spectacle où je fais que les fables de La Fontaine. D'accord, ben justement, c'est une excellente transition. Est-ce que tu pourrais nous citer une de tes tirades préférées, j'imagine peut-être sur La Fontaine? Oui. Alors, quel est ton choix? Est-ce que tu pourrais nous dire le titre de ta sélection ou tu gardes le suspense? Non. Je peux dire le titre, c'est La Belette entrée dans un grenier. Damoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fit cher lit, mangea, rongea. Dieu sait la vie. Et le lard qui périt en cette occasion, la voilà pour conclusion, grâce m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits. Veut sortir par le trou, ne peut plus repasser, et croit s'être méprise après avoir fait quelques tours. C'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit « Vous aviez alors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée. Il faut maigre sortir. » Ce que je dis là, on le dit à bien d'autres.
Mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres. Je crois que ça va être peut-être le moment de nous donner une ou deux bonnes raisons de revenir au théâtre. Il y a un peu de défaillance de ce côté-là. Le TNO aimerait bien être ranimé. Et alors, quelles sont les bonnes recettes? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour leur donner envie de revenir au théâtre? Il faut revisiter les classiques. Il faut revisiter, c'est les bases, et là on a tout. Sur La Fontaine, on parle de l'Odyssée, de la Grèce. On parle de toute cette culture qui vient depuis les Grecs et que La Fontaine a actualisé pour le XVIIe siècle. Donc c'est un retour aux classiques, aux bases de la civilisation, et on a une ouverture aussi avec Baudelaire qui passe le classicisme avec son arrogance, avec sa transgression. D'ailleurs, il arrive juste à mes côtés. Voilà. Et voilà. Et il faut vous enivrer. Venez au théâtre, vous enivrer. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules là et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? Mais du théâtre du Nord-Ouest, mon Dieu! Voilà! Bernard, donc on sort tout juste de cette pièce de Monterland. Est-ce que c'est un choix? Alors si c'est un choix, pourquoi Monterland? Comment c'est venu votre participation? Moi je ne participe pas à cette pièce, je l'ai vue plusieurs fois. Oui. Et c'est extraordinaire, le texte est extraordinaire. Et la mise en scène fait qu'on entend le texte, qu'on entend sa signification. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un texte difficile. Comme on entend sa signification, on ne le trouve pas difficile, on le ressent. Oui. Parce que les personnages sont incarnés, que ce n'est pas les comédiens qu'on voit sur scène, mais vraiment les personnages. Alors vous jouez d'autres rôles ici en particulier. Oui, les rôles que vous tenez habituellement, ça serait plutôt dans quel registre? Alors ce serait peut-être Molière J'adore Molière. Si je Molière. suis venu ici, c'est pour pouvoir monter des spectacles. D'accord. Parce que je jouais dans un autre théâtre avant, D'accord. mais je n'avais pas le droit de faire de mise en scène. Seul le propriétaire du théâtre avait le droit de faire de la mise en scène. Alors je suis venu ici. Jean-Luc m'a fait passer un mot en disant « Tu es ici chez toi ». Je suis venu. J'ai beaucoup de Molière là, parce que je pense que c'est bon de faire venir les plus jeunes découvrir le théâtre vivant. Le théâtre, c'est pas seulement des mots sur un bouquin, c'est vivant. Donc le médecin malgré lui, j'ai monté Le bourgeois gentilhomme. Alors c'est excellent parce que vous allez peut-être pouvoir me répondre quel est un ou deux arguments pour donner envie de venir au théâtre. Justement, il n'y a peut-être pas assez de fréquentation, on l'a vu ce soir, les effectifs étaient encore assez faibles. Qu'est-ce qu'il y aurait comme un argument ou deux arguments pour donner envie d'aller au théâtre? Qu'est-ce qui justifie? Pourquoi doit-on aller au théâtre? Découvrir le fait que le théâtre c'est quelque chose de vivant, et comme c'est vivant, on se rend compte, les spectateurs se rendent compte qu'ils sont concernés. Le bourgeois gentilhomme, moi je l'ai rencontré dans la vie. Le médecin malgré lui, le mec qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, et qui le fait assez habilement d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y en a pas plein dans notre vie, plein autour de nous? Alors, C'est-à-dire que on peut se retrouver dans les personnages, effectivement, il y a une espèce de permanence. Voilà, parce que le devoir du comédien, c'est de tendre un miroir aux spectateurs et leur dire, voilà, comment vous êtes, comment vous risquez de devenir. Méfiez-vous, riez-en. C'est important, riez. Et prenez le plaisir, ici, au théâtre. Vous pleurez. Mais les spectateurs prennent beaucoup de plaisir aussi à pleurer au théâtre. Oui, il faut passer par toute la palette des sentiments variés. Mais avant tout, rendez-vous compte que c'est la vie, le théâtre. Alors, comme je vous ai entendu beaucoup sur Molière, avoir beaucoup participé et joué en tant qu'acteur, en tant que comédien, les pièces de Molière, est-ce que à tout hasard, bien que l'heure soit avancée, vous auriez une tirade comme ça qui vous vient à l'esprit ou pas?
On est dans l'improvisation totale, Oui, je sais que l'exercice n'est pas C'est facile. un peu difficile parce que le texte le plus long, dans Molière, dans l'Avare par exemple, où je joue Harpagon, Oui. le plus long c'est le fameux monologue d'Harpagon. Vous ne pourriez pas nous faire mettre à crier un petit extrait d'Harpagon, alors peut-être? Non, je sais pas. Mais nous jouons d'autres spectacles plus proches de notre époque. Giraudoux. D'accord, Électre de Giraudoux. d'accord. Merveilleux. J'ai vu qu'il y avait pas mal aussi dans le registre Shakespeare. Shakespeare, beaucoup de Shakespeare. D'accord. J'ai joué, en ce moment ça ne se joue pas, mais j'ai joué Shylock dans Le Marchand de Venise. Bon, est-ce qu'un juif n'a pas des yeux? Est-ce qu'un juif n'a pas des mains, un corps, des sensations, des sentiments, des émotions? Ne sommes-nous pas nourris des mêmes aliments, blessés par les mêmes armes, sujets aux mêmes maladies, guéris par les mêmes moyens qu'un chrétien? Quand vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? Alors, si vous nous outragez, est-ce que nous ne nous vengerons pas? Bonjour Coralie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont vos attaches avec le TNO, en quelques mots, quel est votre historique, votre attachement au TNO? Est-ce que vous y avez beaucoup joué? Depuis quand? D'accord. Alors, le TNO, c'est le premier théâtre où j'ai joué et où j'ai mis en scène des spectacles. Oui. Voilà, je sortais d'un cours de théâtre privé et avec une troupe de camarades que j'avais constituée dans cette école. J'avais pour projet de monter une pièce baroque du XVIIe siècle et je suis allée voir Jean-Luc Génère pour lui proposer ce projet qu'il a accepté tout de suite. Et donc, mon premier rapport au TNO, c'est un lien de mise en scène. D'accord. Et très vite après, Jean-Luc Génère m'a proposé de jouer Ophélie dans Hamlet. Très bien. Voilà. Et donc, depuis ce temps-là, je fais des mises en scène et je joue très régulièrement, très fréquemment dans ce Les deux lieu. en alternance, la mise en Voilà. scène ou la comédie. Exactement. Et donc là, ce soir, par exemple, c'est Et donc ce soir, oui, c'est le Maître de Santiago de Monterland où je joue le rôle de Mariana. Très bien. Alors l'idée, effectivement, de ces échanges, c'est d'essayer de ranimer un peu la flamme pour ramener le public vers le théâtre. Est-ce que vous auriez un ou deux arguments qui feraient envie, qui redonneraient envie de revenir au théâtre, d'y retourner plus souvent? Oui, ce théâtre-là, en tout cas le Théâtre du Nord-Ouest, c'est un lieu particulier où il y a beaucoup d'intégrales d'auteurs. C'est un espace de création, de liberté, et voilà, c'est un théâtre où on peut voir tout type de spectacles, des créations, aussi bien que des pièces classiques. Et je pense aussi qu'on a plaisir à revoir des comédiens, des comédiennes d'un spectacle à un autre. Il y a comme une histoire, en fait, pour chacun des comédiens, des habitués d'ici, à jouer ici un parcours qui a du sens. D'accord. Alors là, effectivement, vous me parlez beaucoup plus de l'intérêt du TNO. Oui. Et si on généralise, du théâtre. Le théâtre, pourquoi faut-il aller au théâtre? Pourquoi le théâtre c'est sacré? Pourquoi le théâtre c'est important? Parce que le théâtre, a priori, c'est un rapport au texte, un rapport au corps qui est essentiel. C'est, en tant que spectateur, c'est d'être ému ensemble. C'est un art du collectif où les spectateurs dans une même salle sont émus, bouleversés, intéressés par un même projet. Alors, on peut peut-être terminer par une dernière question, c'est est-ce que vous avez une tirade ou un extrait d'un texte qui vous tient à cœur particulièrement, que vous aimeriez nous offrir à tous? Alors, comme ce soir, là, tout à l'heure, je joue le Maître de Santiago, ça va être une réplique de Mariana dans le Maître de Santiago. Alors, de grâce, allez à pas compter. En ce moment, il est particulièrement sombre. L'autre soir, je l'ai surpris dans sa chambre, qui s'était endormi auprès du brasero. Son visage était tout nouveau, plein de douleur.
Il avait la tête un peu inclinée sur l'épaule, comme l'était celle du Christ en croix. Il murmurait des paroles. Il semblait gémir. Je me suis penchée et j'ai entendu les mots qu'il disait. Voilà. Merci beaucoup pour aller et puis bonne chance pour ce soir. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Vous me dites que vous avez pris je ne sais quel sentiment pour le fils de Don Bernal, que vous avez fait cela dans une pièce de ma maison à quelques pas de moi. Sachez que j'ai horreur de ce genre. Bien entendu, vous pensez que vous êtes la seule à aimer, que vous englobez l'univers, etc. Cependant, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une petite sagesse là-dessus. Et cet amour, entre âme et femme, est une singerie. Vous êtes englué en pleine stupidité, en pleine bêtise, en pleine imbécilité. Alvaro, n'avez-vous pas honte? Vous n'avez jamais renié la nature. Ne le traitez donc pas ainsi dans ce qui vous est sacré plus que tout au monde. Pardon, Mariana, pardon. Et comme j'ai eu raison de n'avoir pas d'amis, il y a eu affectation en mon père. Il va droit devant lui. Son salut propre est l'ordre. Voilà sa voie. À droite et à gauche, rien. Son indifférence écrasante pour tout ce qui ne porte pas quelques marques sublimes. Oh, rose d'or! Face de lion! Face de miel! Prosterné! Prosterné! Le front à terre devant celui que je sens! Monte! Monte encore! Bois! Et sois bu. Je bois. Je suis bu. Mort aux compatriotes qui chaque jour déjeunaient. Toutes les époques ont parlé ainsi d'elles-mêmes. La chevalerie dans son plus haut moment, c'est-à-dire au XIIe siècle, était alors même une chose à réformer. Tout et toujours est une chose à réformer. Chrétiens comme vous l'êtes, allez donc au bout de votre christianisme. Il y a 3000 ans que des nations périssent. 3000 ans que des peuples tombent en esclavage. Le chrétien ne peut pas prendre tout à fait au tragique ces malheurs-là. Dommage que vous l'ayez été davantage, Fouché. J'ai fait ce qu'il fallait. Ce ne fut pas toujours avec joie, mais je l'ai fait. Alors faites en sorte que le roi revienne aux Tuileries. Faites en sorte. Faites en sorte, monsieur Fouché. Faites en sorte que Paris soit paisible. Faites en sorte que le roi rentre tranquillement dans sa ville. Faites en sorte que je préside à nouveau son conseil. Je le peux. Mais Louis de retour et sa peur oubliée, quel sera mon emploi? Oh, j'ai peut-être beaucoup d'imagination, mais je vous vois très bien, d'ici 2 ou 3 mois, me proposant, avec l'accord du souverain, une ambassade au pays des Port-Rouges, ou me délivrant un mandat pour visiter les bergeries dans les provinces du Midi. Oh, je ferai un excellent inspecteur de bergerie. Je m'y connais comme personne en bélier mérinos. J'en élève un troupeau dans une de mes fermes en Provence. Alors, monsieur le vice-chancelier, mon avenir ne serait-il pas, par hasard, dans l'élevage en grand du bélier mérinos? Écoutez. Quoi? Le silence. Si vous le permettez, ce n'est point de cette façon que l'on doit boire le cognac. Regardez, je vous prie.
On prend son verre, on le creux de la main, on le réchauffe. On lui donne une impulsion circulaire afin que la liqueur dégage son parfum. On le porte à ses narines, on le respire. Et puis on le repose et on en parle. Vos belles manières, elles sentent la mort, monseigneur. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse, et c'est le mien qui lui succédera. Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs, et personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque et redoutable. C'est ainsi que je vois la police. Qu'est-ce qui vous retient aux affaires? Mais il n'y a pas d'affaires. Il y a la vie, monseigneur. La vie, c'est simplement le nom que prennent les affaires en passant par nos veines. Une belle formule. On commence par faire de la politique pour avoir le pouvoir. Et puis, quand on a le pouvoir, on joue à faire de la politique. À quoi voulez-vous que je joue à mon âge? Je ne me sens pas fatigué. Le pouvoir n'épuise que ceux qui ne l'exercent pas. Et puis, être dans le secret. Alors jouons, Monsieur le Président. Il va falloir que nous habitions ensemble. Essayons de nous faire à cette perspective. Mais n'oublions pas, c'est vous et moi, ou bien ni l'un ni l'autre. Alors, ce sera vous et moi. Enfin, un mot qui avance les choses. Oui, vous et moi et vous. Vous verrez, ce ne sera pas du tout triste. À nous deux, cette restauration va prendre un parfum de régence. Avez-vous détecté une seule anomalie depuis le début des opérations du plan recyclage, monsieur le directeur? Oui, je sais, Véranessa, mais vous savez comme moi que nous ne pouvons nous permettre un seul écart par rapport à l'exécution du plan recyclage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on ne peut plus clair, monsieur le directeur. Bien. Encore. Je viens de recevoir un message de la tour du pouvoir. Moi aussi, tu parles d'un escalier. C'est interminable ce parcours pour une séance de cinéma. J'en peux plus de ces kilomètres de couloir et bien la rire. On va bien finir par arriver un jour. Ouf. Ah, enfin, ça y est, je crois qu'on y est. Ah, attends, c'est pas encore gagné, hein. Oh là là, arrêtez de râler un peu là. Pour une fois qu'on a une autorisation de sortie gratuite après 6 mois d'enfermement à domicile. Mais d'où elle sort celle-là? Bonjour messieurs, dames. Veuillez prendre place sur la banquette. Nous allons effectuer les contrôles habituels avant votre entrée dans la salle de projection. J'espère que ce sera Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest. Et pourquoi pas Hitchcock? Les oiseaux? Oh non, plutôt un sort des Kubrick, Orange Mécanique. C'est ici le jeune étranger dont vous me parlez? Oui, Seigneur, c'est lui-même. Et c'est moi qui l'ai vu le premier. Et j'ai eu l'honneur de lui faire vos compliments en attendant que vous arriviez. Vous voyez, Seigneur, le Seigneur Phocion, il aime la sagesse et voyage pour s'instruire. Quelques-uns de vos pareils se sont fait un plaisir de le recevoir quelque temps chez eux. Il attend de vous le même accueil. J'ai promis de vous y engager, je le fais et je vous laisse ensemble. Et si mon suffrage vaut quelque chose, je le joins à celui de Léontine. Et j'y ajoute aussi ma voix. C'est le marché. Que ça ne tienne qu'à cela, Dimas. Prends toujours ce que je te donne là. Et si tu te tais, tu remercieras toute ta vie le ciel d'avoir été associé à cette aventure-ci. Elle est plus heureuse pour toi que tu ne saurais te l'imaginer. Conclusion, madame, me v'là vendu. Et moi, me v'là ruiné. Cassant ma peste de langue, hein. Tout cet argent-là, c'est dans ma poche qu'il est. Ce sont de mes deniers qu'on le paye. Ça ne vaut rien là. Qu'il vous suffise que je vous ferai riche tous deux. Mais parlons de ce qui m'inquiète.
Hermocrate m'a promis tantôt de me garder quelque temps ici, mais je crains qu'il ait changé de sentiment. Si vous saviez comme vous m'attendrissez. Non, 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 Mais rendez-moi donc cela! De quel droit l'entretenez-vous? Non! Ma fidélité ne souffre point, Raillerie. Et il faut que j'avertisse mon maître. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que vous faites, Arlequin? Enfin, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Hermidas vous réclame? Seigneur Herbocrate, j'ai découvert un micmac. Et il n'y a que le diable et ces gens-là qui le sachent. Oui, il faudrait savoir ce que c'est. Tantôt, j'ai découvert ce petit garçon qui était dans la posture d'un homme qui écrit. Il rêvait, secouait la tête, mirait son ouvrage. Le voici, tout entier. Et moi, princesse, j'en tombe à vos pieds. Réagissez à ce pieu, oh. Madame! Qui est ce portrait? De moi. Et celui-ci, pauvre que vous êtes, De moi aussi. Voulez-vous que je les reprenne et que je vous rende les vôtres? Oh, il est pas temps de plaisanter. Quels sont vos desseins, madame? Nous deux mecs, je vous avertis qu'il y a tout plein dans le baldier au bas de notre jardin, et puis des soudains, et puis des carrioles dorées. Madame, Ariston est arrivé. Allons, Seigneur, venez recevoir les hommages de vos sujets. Vos gardes vous attendent. Parfois, il me vient des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe, comme vous, 100 choses tous les jours qui pourraient mieux aller prenant un autre cours, mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Quel est donc le trouble où je vous vois paraître? Et que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés, n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Ah, ne plaisantez point! Il n'est pas temps de rire! Rougissez bien plutôt! Vous en avez raison, j'ai de sûrs témoins de votre trahison, et ne présumez pas que sans être vengé, je souffre le dépit de me voir outragé. Oui! Oui! Redoutez tout. Après un tel outrage, je ne suis plus à moi. Je suis tout à la grâce. Percé du coup mortel dont vous m'assassinez mes sens, par raison ne sont plus gouvernés. Je cède au mouvement d'une juste colère. Et je ne réponds pas de ce que je puis faire. Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? Oui, oui, je l'ai perdu. Lorsque dans votre vue j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue. Et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? Ce cœur est double. Et c'est bien l'art de feindre. Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts. Jetez ici les yeux et connaissez vos traits.
Ce billet découvert a tout pour vous confondre. Et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. De tels soupçons méritent ma colère et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte et veux mal à ma simplicité de conserver pour vous encore quelque bonté. Je devrais autre part attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime. Ah, traîtresse, mon faible est étrange pour vous. Vous me trompez sans doute, avec des mots si doux. Mais il n'importe. Il me faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est toute abandonnée. Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur. Ici, de me trahir, il aura la noirceur. Non. Vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. Ah. Rien n'est comparable à mon amour extrême. Ne pas inconnu, ce voyageur. Cela fait des années qu'il passa par ici. Il s'appelait Zarathustra. Mais il s'est transformé. Tu portais alors ta cendre à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée? Ne crains-tu pas le châtiment des incendiaires? Ouais. Je rends grâce à Dieu, qui est mon Dieu. Cependant, quel présent nous apportes-tu? Qu'aurais-je à vous donner? Mais laissez-moi partir en hâte, afin que je ne vous prenne rien. Serait-ce possible? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort? Damoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante Ficherly mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard, qui périt en cette occasion, la voilà pour conclusion, grâce m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits. Me sortir par le trou, ne peut plus repasser. Et croit s'être méprise après avoir fait quelques tours. C'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit: vous aviez alors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée. Il faut maigre sortir. Ce que je dis là, on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres. Et ce palais, on l'a appelé le labyrinthe. Et c'était le premier labyrinthe, mais le plus impossible de tous les labyrinthes, le plus inextricable.
Alors on a pris ce pauvre Astérios, que personne n'appelait plus Astérios, depuis qu'il était devenu si méchant, si dangereux, on l'appelait le Minotaure. Et puis, Ariane s'est endormie. Thésée s'est assoupi un moment et puis il s'est levé et il a décidé d'aller voir si tout allait bien sur son navire. Il montait sur le navire, il a fait le tour, tout regardé, tout observé, tout vérifié. L'aube se levait. Et tout d'un coup, il a vu quelque chose qui brillait. La pointe d'une lance. Un casque. Puis est apparu dans la première lueur de l'aube comme une silhouette. Une silhouette féminine, mais ce n'était pas une femme. C'était une déesse. Thésée l'a tout de suite reconnue. Avec son casque, sa lance, avec sa cuirasse, avec son profil à la fois sévère et pur, ses yeux verts, la chouette sur son épaule. C'était Athéna. Athéna, la protectrice d'Athènes. Et sa protectrice à lui, Thésée. Et Athéna lui a dit, Thésée, appelle tes hommes, levez l'ancre, hissez les voiles, partez tout de suite, pour Athènes, tout de suite. Je te donne rendez-vous lundi à 15h, Cléonise. Tu me chanteras toutes tes chansons, et on verra ce qu'on peut faire de toi. Au fait, comment t'appelles-tu? Édith Gassion. Il file à nous. C'est pas un nom de théâtre, ça. Il me regarda d'un air songeur et ajouta: en fait, tu es un vrai moineau de Paris. Ce qui est tiré comme nom, c'est moineau. Seulement voilà, la môme moineau, c'est déjà pris. Faut trouver autre chose. Un moineau, en argot, c'est un piaf. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas la môme Piaf? C'est décidé. Tu t'appelleras la môme Piaf. J'ai été baptisée pour la vie. Le lundi, j'étais au rendez-vous. J'avais mis tout mon cœur dans mes chansons. À la fin de l'audition, le play vint vers moi. Il me dit, en me posant la main sur l'épaule dans un geste affectueux: c'est très bien, mon petit. Tu y arriveras. J'en ai la conviction. Tu débutes vendredi, à 40 francs par jour. Le vendredi au Djernis, c'était le jour chic. Le spectacle était commencé depuis longtemps, quand le play va me chercher dans la loge. Allez, viens vite, c'est ton tour. Mais... je fus tout d'un coup paralysée par le trac. Cette chose terrible, dont une minute auparavant, je ne connaissais même pas l'existence. J'aurais volontiers fait demi-tour. Mais il se trouve que je ne suis pas partie de celle qui renonce. La difficulté me stimule au contraire et me donne la force de continuer la lutte. Je restais donc. Je m'adossai à une colonne et les mains derrière le dos, je chantais. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit passer par centaines, leurs quêtes sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, à la lumière des réverbères, prenant les airs de Pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les pommés, les purées pommées, qui se sont aimés un soir n'importe où.
Nous avons pourtant cœur pas exigeant, mais personne n'en veut, pas tant pis pour eux, que ça fout, on s'en fout. Ils s'y accrochent, il n'y a pas d'amour, et nous serons toujours des mots de la cloche. Tu peux mentir, mentir et me faire attendre. J'attendrai autant que tu voudras. Il la bouscule, la gifle, et sort en claquant la porte. Elle court vers la fenêtre, pendant que le rideau tombe. C'est tout. Et c'est un chef-d'œuvre. Le soir de la première, Jean Cocteau me serre dans ses bras. Notre amitié était définitivement scellée par cette admiration réciproque. Le monde de l'aristocratie et le monde du ruisseau se rejoignaient ce jour-là. Une autre très belle complicité, celle que je partage avec Bruno Cocatrix, directeur de l'Olympia. Il m'a fait confiance dès le début. Et j'ai tout de suite adoré cette salle mythique dans laquelle je donnerai épuisé mes derniers concerts. Raphaël Sanzio, je vous attendais. Madame. Soyez le bienvenu. Je vous remercie de votre diligence. Le nom d'Atalante Baglioni est respecté dans toute l'Italie. Et puis nous ne sommes pas tout à fait des étrangers. C'est vrai. Vous avez fait la route. À cheval. Un plaisir. Vous avez pu vous rafraîchir, prendre un peu de repos? Oh non, je tenais à vous présenter mes respects. On a pris soin de votre monture. Vous avez des domestiques, un assistant? Oh non, je suis seul. Enfin, deux de mes élèves m'ont accompagné, ils se sont installés à l'auberge dans la ville basse. Oh, vos élèves! Ainsi vous êtes passé maître. Maître Raphaël. Oui, madame. Ben, aujourd'hui, j'ai un atelier. Le Jouvenceau a grandi. Vous habitez Florence, je crois. Mon atelier est à Florence. Je viens. Vous aimez Florence? Bah, c'est une belle ville. Madame, je voulais vous dire que... Merci. Mais pourquoi? Eh bien, si j'ai pu me rendre à Florence, être présenté là-bas aux amateurs éclairés, aux mécènes, c'est grâce à vous. Et je le sais. Mais ce n'est rien, quelques mois, une amie. J'avais suivi vos premiers succès à Pérouse. Mon amie, la duchesse d'Urbino, avait parlé de vous. Ah, Urbino. L'humanisme, l'intelligence. Un vrai berceau pour un artiste. Moi, je me souviens. On parlait, et puis les propos étaient doux, harmonieux. Et on parlait de Platon, on parlait de la Grèce, on parlait de Rome. Ainsi, vous ferez le tableau. Et madame, ce sera un retable, comme vous me l'avez demandé. Un retable quadriptyque, c'est-à-dire une simèse, une frise, et le panneau central avec la déposition et une prédelle. Et puis je vois une composition très haute, verticale, monumentale. Le retable Baglioni. Je vous dis merci, Raphaël, du fond du cœur. Tous, à Rome, attendent Marc-Antoine.
Octave César et Marc-Antoine ne se feront pas la fête. Ils aient de motifs pour tirer l'épée. Qu'il en soit ce qu'il est dit. César et Lépide ont fait la guerre à Pompée. Histoire ancienne. Quoi de neuf? César, après s'être servi de Lépide dans la guerre contre Pompée, le renie en l'accusant d'avoir auparavant écrit des lettres à Pompée. Il donne l'ordre de l'arrêter. Voilà le pauvre triumvir emprisonné jusqu'à ce que la mort l'en délivre. Oui, Antoine. Mon maître vénéré, mon capitaine et mon empereur. Puis-je vous dire adieu avant de porter le coup fatal? C'est dit, compagnon. Adieu. L'enfer. Et vite. C'est ainsi qu'il m'appelle. Ah, voilà que je m'enivre à présent du plus délicieux des poisons. Lui, penser à moi. Moi que le temps a creusé de si profondes rides. Souveraine d'Égypte, salut. Oh, que tu ressembles peu à Marc-Antoine. Ah. Et tu viens de sa part. Et ce merveilleux élixir te transforme en or. Comment se porte mon vaillant Marc-Antoine?